Donc voilà, on est content aujourd'hui d'accueillir Audrey Brochet, qui va nous faire une conférence sur Alix Dantan, qui est une des femmes peintres qui est exposée à l'heure actuelle dans l'exposition Le Cercle des femmes peintres. D'ailleurs, c'est Alix Dantan qui ouvre un petit peu l'exposition, puisque vous avez sa grande œuvre qui est exposée dans la première salle, dont Audrey parlera certainement mieux que moi. Donc je ne vais pas traîner plus longtemps, je vais laisser la parole à la conférencière. Je vous souhaite une bonne conférence. Eh bien, bonjour à tous. Je vais quand même me présenter. Je m'appelle Audrey Brochet. Je suis actuellement en dernière année à l'ULB en Histoire de l'Art et j'ai eu la chance de réaliser mon mémoire sur Alix Dantan avec l'aide de Monsieur Denis Laoureux qui n'a pas pu être présent mais qui a participé grandement à la réalisation de cette exposition. Je vais vous présenter en fait une partie de mon mémoire aujourd'hui qui s'intitule « Alix Dantan, la trajectoire d'une femme artiste dans la fin de siècle ». Il s'agit d'une toute première pour moi. Je n'ai jamais encore réalisé de conférence. Donc si je parle trop vite, s'il y a le moindre souci, vous pouvez me le dire, tout simplement. Alors ici, je vais vous présenter un peu mon plan de présentation pour cette conférence. Donc aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble la vie d'Alix Dantan. Et pour réaliser cette conférence, je me suis basée sur les œuvres qui sont exposées donc actuellement au musée Félicien Rops, et c'est-à-dire dans l'atelier de l'artiste, Femmes au jasmin et les Saintes femmes au tombeau, que l'on verra par après. Autour de ces œuvres, on va parler de sa formation, de son arrivée au premier salon, de ses sources d'influence à travers ses différents maîtres et de son attrait pour l'art mural, etc., etc. Donc ici, je vous présente du coup Alix Dantan. Ça permet de mettre un visage sur un nom, c'est toujours plus agréable. Il s'agit de la seule représentation qu'on a de cet artiste et ça a été réalisé par Puvis de Chavannes. Malheureusement, on ne retrouve plus l'œuvre et on ne l'a pas en couleur et on n'a pas la datation. Puvis de Chavannes, j'en parlerai plus tard, mais il aura une grande importance dans la vie d'Alix Dantan. Excusez-moi. Donc, Alix Dantan, elle est née le 12 novembre 1848 à Bruxelles. Elle naît dans une famille noble, puisqu'elle est la fille du baron Henri-Auguste Dantan, un nom important à Bruxelles. De son père, elle devient la baronne Alix Apolline Louise Dantan, de son nom complet. La jeunesse d'Alix Dantan, elle est très peu connue, mais avec sa part de noblesse, ça permet d'essayer de supposer à quoi pouvait ressembler sa formation. En effet, les jeunes filles de la noblesse de l'époque étaient formées à l'art, comme le dessin ou la peinture. C'était vu comme un passe-temps convenable pour l'élite. Souvent également, c'était la mère qui donnait les premiers rudiments du dessin. Et dans le cas d'Alix Dantan, cette hypothèse semble fort probable, puisque nous savons que sa mère, Louise Artan de Saint-Martin, provenait d'une famille d'artistes réputés, comme Louis de Saint-Martin, qui réalisait énormément de scènes maritimes. Et elle pratiquait elle-même la peinture en amatrice. Nous pourrions penser du coup que ce lien familial artistique lui a permis d'avoir accès au circuit de l'art plus facilement, mais on sait que ce ne fut pas le cas, car il y a eu une résistance du côté paternel, donc les Dantan. Vu qu'Alix Dantan était une baronne, elle entreprenait un chemin vers l'art en tant que profession, et elle allait à l'encontre des règles qui étaient imposées à la noblesse à cette époque, c'est-à-dire de se mettre en retrait par rapport au monde extérieur et surtout de ne pas travailler, de ne pas se faire voir. En tout cas, de rester une femme à la maison, tout simplement. Elle va faire tout simplement l'inverse, puisqu'elle aurait été une élève d'Emile Waters, ce qui est totalement probable également au vu de sa noblesse, puisque les jeunes filles de la noblesse avaient également cours avec des professeurs de dessin. Emile Waters, c'était un artiste peintre belge qui a été notamment connu pour ses portraits et ce qui, je pense, va influencer Alix Dantan puisqu'elle va réaliser également beaucoup de portraits comme on va le voir lors de son premier salon. Alors, le premier salon d'Alix Dantan, c'est en 1881 au Salon de Bruxelles. En effet, son nom n'apparaît pas plus tôt et donc elle commence à exposer à l'âge de 33 ans. Il pourrait paraître tardif, cet âge-là, mais quand on le compare aux hommes, en tout cas artistes, mais ça se comprend aisément au vu de la problématique que les Dantan n'étaient pas d'accord avec son métier et tout simplement que les formations des femmes à cette époque étaient très difficiles, les académies n'acceptaient pas encore les femmes non plus à cette période, et donc c'était tout de suite plus compliqué
d'atterrir dans les salons. Lors de cette exposition générale des Beaux-Arts, elle va exposer 2 peintures, l'une intitulée « Les Hortensias » et une autre présentée comme une tête d'étude. Alors, nous n'avons malheureusement pas de visuel et pas d'explication sur l'œuvre « Les Hortensias », mais sa tête d'étude semble avoir fait de l'effet puisqu'on parle de cette œuvre dans la presse belge et française. Son nom apparaît donc pour la première fois dans la presse belge, et pas n'importe laquelle, dans la revue Art Moderne, qui est connue pour ses critiques plutôt cinglantes envers les femmes. Et pourtant, on peut lire concernant son œuvre, nous n'avons pas encore vu d'œuvre de Mademoiselle Dantan. Sa tête d'étude est remarquable, d'une belle pâte chaude, harmonieuse dans les tons. Elle lui donne une place distinguée dans le bataillon des dames. Par contre, dans la presse française, ça va être un peu plus critique, et on peut lire dans un article intitulé « Les froufrous », ce qui donne un peu une idée de l'image qu'ils avaient pour les femmes artistes. Les femmes à l'exposition de Bruxelles, encore et toujours des femmes du vrai monde, la baronne Alice Dantan, ce qui prouve encore une fois que ce serait peut-être sa première exposition, vu qu'on se trompe encore dans son prénom, expose une tête de jeune fille très proprement faite. Mais trop noire, mademoiselle toujours trop noire. Regardez votre charmant visage au miroir, vous verrez que toutes les ombres sont tendres et lumineusement fondues. Mettez plus de blanc et plus de jaune sur votre palette, et vous verrez alors combien seront radieuses vos têtes d'étude. Alors, lors de mes recherches sur les œuvres d'Alix Dantan, je suis tombée sur cette tête de femme qui est conservée au musée des Beaux-Arts de Gand. Et cette tête, elle m'a marquée, car selon moi, elle pourrait totalement être cette tête d'étude à laquelle on fait référence dans ces articles. Si on compare par exemple cette tête par rapport aux autres œuvres d'Alix Dantan, comme La femme au jasmin que je montrerai plus tard, je ferai un parallèle, on verra vraiment une véritable évolution dans la représentation des visages. Et donc on peut peut-être imaginer, en tout cas c'est mon hypothèse, que cette tête de femme serait la tête d'étude qu'elle a présentée pour la toute première fois au musée, au salon, excusez-moi. Après ce salon, nous savons qu'Alix Dantan va partir pour la France, et plus exactement à Paris. Et grâce à l'aide d'un mécène qui s'appelle le baron Denis Cochin, c'est un homme politique et écrivain français, dont on parlera plus tard. Là-bas, elle va entrer dans un atelier assez réputé, celui d'Alfred Stevens. Alors, dans les années 1880, il y a une nouvelle manière qui arrive pour se former en tant que femme. Il s'agit des ateliers privés parisiens, dont celui d'Alfred Stevens. En effet, il va ouvrir un atelier réservé à la gente féminine sur le boulevard Rochechouart et puis sur l'avenue Frochot. C'est à partir de 1882 qu'Alix Dantan sera présentée comme l'élève d'Alfred Stevens dans de nombreux catalogues de salons. La présence d'Alix Dantan, elle va être confirmée également par des notes de Louise Heger, qui a participé à cet atelier féminin, où l'on peut lire « Il y a des Américaines excentriques, voyant à la manière de Manet, des Suédoises pointilleuses, mièvres, faisant presque de la miniature, des Anglaises anti-artistiques, mais originales et amusantes, une Parisienne faisant le pastel et une Belge, Mademoiselle Dantan, vouée aux petits-enfants, malades ou autres. » Ici, nous avons une œuvre d'Alix Dantan qui représente plutôt bien les propos de Louise Heger. Cette œuvre, c'est au Parc Monceau. Elle a été présentée la toute première fois en 1884 au Salon de Bruxelles, et au Salon également des artistes français à Paris. Cette œuvre, elle représente des jeunes filles donnant à manger à des moineaux et des petits garçons jouant aux billes, sûrement sous l'œil attentif de leur bonne. Cette œuvre, elle confirme les propos de Louise et permet également de voir les termes qu'Alix Dantan va aborder sous l'influence d'Alfred Stevens. Elle va réaliser beaucoup de scènes de genre, avec généralement des femmes et des enfants, mais elle va également réaliser des portraits représentant des femmes de la bourgeoisie. Alors, un petit point important, cette œuvre, on n'avait jusqu'à présent aucun visuel, et j'ai eu un contact avec le Wheaton College aux États-Unis, qui en fait conservait cette œuvre depuis très longtemps, et donc m'a donné les visuels, et donc j'ai la chance de pouvoir vous les montrer aujourd'hui. Alors, il faut savoir que souvent, Alfred Stevens va être présenté comme un maître, un professeur, mais lorsqu'on s'intéresse un peu plus à son atelier et comment cela a été expliqué, on se rend compte que celui-ci ne donnait pas des cours à proprement parler. Il offrait plus un lieu de création pour ces femmes qui venaient de tous les horizons. Alfred Stevens, il passait
le soir, il donnait des conseils, des directions esthétiques et techniques, mais il leur laissait une très grande liberté, ce qui leur permettait, pour la plupart des femmes, de préparer leur envoi pour le salon. Et les conseils de celui-ci étaient très précieux, et si vous étiez considéré comme une bonne élève d'Alfred Stevens, il pouvait pousser alors votre candidature au salon. Ce fut le cas d'Alex Danton, comme on peut le voir avec cette lettre du 29 mars 1888, signée de la main d'Alfred Stevens, où il parle d'Alex Danton comme une élève à lui, qu'elle se présente au salon de cette année avec une œuvre qui s'intitule « Les aquarelles ». Elle aurait été mentionnée également l'année passée, ce qui est logique puisqu'elle participe au salon depuis 1881. Dans cette lettre, on peut également lire à la fin « Mademoiselle Danton, cette femme de talent », ce qui permet de voir qu'Alfred Stevens la considérait et était proche d'elle, selon beaucoup de lettres qu'on a retrouvées. L'œuvre présentée dans cette lettre, c'est celle-ci, dans l'atelier de l'artiste. Cette œuvre a été présentée pour la première fois au Salon des artistes français à Paris, au Palais des Champs-Élysées, en 1888. Mais elle fut présentée sous un tout autre nom, comme vous avez pu le comprendre avec la lettre d'Alfred Stevens. L'œuvre s'intitulait en effet « Les aquarelles ». Et les descriptions de l'œuvre données dans la presse française vont venir confirmer le titre donné, puisqu'on peut lire dans la presse « Les aquarelles nous représentent 4 jeunes personnes en train de juger le travail de l'une d'elles. Sans doute, il y a beaucoup d'accent et de finesse dans leur attitude et leur physionomie. C'est plein de ce sentiment délicat qui élève la peinture et l'idéalise. » Comme vous pouvez le voir jusqu'à présent, Alix Danton va recevoir de plutôt bonnes critiques dans la presse, mais on verra que cela va fort changer à une période. Cette œuvre, elle représente donc des femmes qui jugent le travail de l'une d'elles. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le comprendre et que la presse de l'époque l'avait compris. En plus, cette idée correspondrait parfaitement avec l'atelier dans lequel Alix Danton travaillait à cette époque. Elle était entourée de femmes toute la journée qui réalisaient des croquis, des aquarelles, des huiles, etc. Et son environnement a dû grandement l'inspirer pour la réalisation de cette œuvre. Mais j'aime bien voir cette œuvre sous un autre point et poser des questions comme pourquoi Alix Danton représente des femmes en train de réaliser des aquarelles, alors qu'Alix Danton n'a jamais, en tout cas pas à ma connaissance, réalisé d'aquarelle. Elle a réalisé énormément de croquis au crayon, au fusain, à la pastel et énormément d'huile sur toile. Alors pourquoi représenter des aquarelles ? Peut-être car il s'agissait de ce qui était conseillé aux femmes de son époque et de son rang de réaliser. L'aquarelle était vue comme un art fin et délicat, dont les femmes de la noblesse devaient apprendre les rudiments, mais seulement pour le loisir et non pour en faire une profession, alors qu'Alix Danton a été totalement à l'encontre de cela. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'elle représente une satire de cela ? Est-ce qu'elle veut montrer qu'il y a des normes qui nous sont imposées en tant que femmes à cette époque ? Mais malheureusement, on ne pourra jamais le dire et cela reste une hypothèse de ma part. Mais cette œuvre a été appréciée de son vivant, puisqu'elle va recevoir une mention honorable, ce qui est le prix, entre guillemets, le plus élevé qu'une femme de l'époque pouvait espérer dans les salons. À la même date, en 1888, aura lieu, du coup, la première exposition du Cercle des femmes peintres en Belgique. Cette exposition, elle regroupait des femmes et qui aura lieu 4 fois, entre 1888 et 1893 à Bruxelles. Alix Danton ne va exposer qu'une seule fois dans cette exposition, à la première. Malheureusement, c'est la première qui ne dispose pas de catalogue, en tout cas introuvable à ce jour. Mais encore une fois, grâce à la presse et française, j'ai pu découvrir les envois qu'elle avait réalisés pour cette exposition. Donc dans le Figaro, on peut lire « L'envoi de mademoiselle Alix Danton se compose de 2 tableaux très réussis. Des hortensias pétries, dans des pâtes grises, d'une exquise tonalité, un admirable profil de jeune fille évoquant les blondes miniatures du siècle dernier. » Si vous vous souvenez bien, en 1881, lors de sa première exposition, elle a présenté des hortensias. Donc on peut très vite supposer qu'il s'agit exactement de la même œuvre. Malheureusement, de nouveau, pas de visuel. Et c'est la même chose pour cette jeune fille, ce profil de jeune fille. On n'a pas retrouvé la trace de cette œuvre, malheureusement. Il est important de noter qu'elle ne participera pas aux autres expositions du Cercle des femmes artistes, mais nous savons qu'en 1910, elle va participer à Paris à une exposition de femmes peintres avec 30 autres exposantes à la galerie de Vambèze. Donc il y avait un attrait quand même pour les expositions consacrées aux femmes,
mais elle n'a fait qu'une seule fois celui de Bruxelles. Pourquoi? Ça reste un mystère. Alors, je vais maintenant vous parler d'une œuvre qui représente pour moi un moment de transition, puisqu'il s'agit de l'une des premières œuvres qu'Alix Danton va exposer sans être considérée comme l'élève d'Alfred Stevens. Il s'agit de La femme au jasmin. Alors, cette œuvre elle a été présentée pour la première fois en 1891 au Salon de la Société nationale des beaux-arts à Paris. Lors de ce salon, elle va présenter 2 œuvres. Elle y présente une étude et un portrait du baron Danton. Ce n'est pas son père. Voilà. Grâce une nouvelle fois aux archives de presse françaises, on comprend que cette étude est en fait l'œuvre ici présente. Dans le cocarde du 15 mai 1891, on pouvait lire « Entre une jeune fille aussi pâle que les jasmins qu'elle coupe et un jeune homme non moins anémique, tous deux de mademoiselle Danton ». Cette critique, pour moi, elle ne rend pas justice à cette œuvre, parce qu'il s'agit vraiment d'une œuvre avec énormément de délicatesse. Il y a énormément de travail sur les mains qui, pour moi, méritait d'être noté. Il y a un travail également dans le visage. On peut même voir les cils de la jeune fille qui ont été représentés. Et dans cette œuvre, on se rend compte qu'Alix Danton met beaucoup d'importance dans les détails. Elle est dans le réalisme. Et bon, je ne suis peut-être pas objective pour cette œuvre parce que c'est cette œuvre qui m'a donné envie de travailler sur Alix Danton. Mais je la trouve extrêmement poétique, en fait. Elle est apaisante, on la regarde. Voilà, c'est une de mes œuvres favorites. Et du coup, lorsqu'on la compare à la première tête d'étude que je vous ai présentée et qui, pour moi, est celle de 1881, on voit nettement une évolution. Je pense que les images vaut mieux que mes mots. Voilà. Il y a vraiment une évolution dans les coloris, la gestion, le travail sur les visages, la délicatesse tout simplement du trait. Même si à cette date, elle n'est plus présentée comme l'élève d'Alfred Stevens, on peut encore sentir son influence au niveau du portrait, etc. Mais ce ne sera plus le cas à partir de la prochaine œuvre, Les Saintes Femmes au tombeau. Cette œuvre, elle représente l'une des plus connues d'Alix Danton et l'œuvre qu'elle va représenter le plus de fois en salon. En effet, elle présente pour la première fois cette œuvre en 1892 au Salon de la Société nationale des beaux-arts de Paris. On la retrouve ensuite à l'Exposition universelle de 1893, connue sous le nom de World Columbian Exposition à Chicago, dans le pavillon des femmes, Women's Building. Elle sera exposée pour la première fois en Belgique en 1900, lors du Salon de la Société des beaux-arts de Bruxelles. Elle l'exposera de nouveau à l'Exposition universelle de Munich en 1909, pour ensuite être achetée en 1910 du vivant d'Alix Danton par l'État belge et rentre dans les collections des musées royaux des beaux-arts de Belgique. L'œuvre aurait également été demandée en prêt 1 an après la mort d'Alix Danton pour être exposée lors de l'exposition posthume de celle-ci à la galerie Durand-Ruel. Cela n'a pas été prouvé, il y a des lettres en tout cas qui prouvent un échange entre la galerie et le musée, mais on ne sait pas si l'envoi a été réalisé. Et quand on regarde le catalogue concernant l'exposition dans la galerie, l'œuvre n'apparaît pas. Donc ça reste une supposition qu'elle ait été ou pas. L'œuvre restera ensuite en réserve jusqu'en 2020, où l'œuvre va être évoquée lors de l'exposition Femmes artistes, Femmes fatales et Femmes objets, exposition dont Alix Danton fut le point de départ, puisque le musée royal des beaux-arts possède un grand nombre d'esquisses et d'études qu'ils ont acquis en 1924. Avec toutes ces dates, on peut donc supposer que l'œuvre daterait de 1892 et une esquisse de l'artiste va venir confirmer cette date avec cette esquisse où on retrouve le titre et une date qui avère 1892. Pour moi, les Saintes Femmes au tombeau marquent une véritable évolution dans son art. Elle va de plus en plus vers le style monumental. Elle utilise des plus grands formats et on le verra quand elle s'intéressera à la peinture murale. On a une œuvre qui se synthétise. Quand on la compare par exemple au Parc Monceau que je vous ai montré plus tôt, on voit qu'il y a vraiment des détails qui sont mis en avant. On voit qu'il y a une harmonie qui se crée. Il y a beaucoup moins de superflu. Il y a une recherche d'équilibre et d'harmonie, que ce soit dans la composition ou dans les coloris. Et on voit qu'il y a vraiment une spiritualisation qui se fait après Alfred Stevens. Et en fait, tout cela, on le doit à une influence, c'est celle de Puvis de Chavannes. Alors, il faut savoir qu'à partir de 1890, Alix Danton n'est plus présentée comme étant l'élève d'Alfred Stevens, mais elle sera nommée comme associée de la Société nationale des beaux-arts de Paris. À cette même date,
Puvis de Chavannes devient le président de la Société nationale des beaux-arts de Paris. On peut donc supposer que c'est à cette date que leur relation va commencer. Souvent, on parle d'une relation maître-élève, puisque l'influence de Puvis de Chavannes va être sur Alix Danton tellement forte que certains auteurs actuels supposent même une relation entre les deux, sans réelle preuve. Mais Alix Danton va, à partir de cette époque, recevoir plus de critiques sur son art, vu qu'on va commencer en fait à la comparer tout simplement à un homme. On va la comparer à son maître en permanence, en parlant d'elle comme une suiveuse, ou même comme une sous-Puvis de Chavannes, ce qui n'était pas le cas avant. Ces termes, ils sont assez violents, puisqu'en fait, Alix Danton ne sera absolument jamais présentée comme une élève de Puvis de Chavannes. On sait que c'est une influence, qu'ils ont eu une relation, qu'ils étaient proches, mais à aucun moment dans les catalogues, on parle que c'était son prof, ou son maître, ou quoi que ce soit. Pourtant, Alix Danton, elle va tout de même réaliser un véritable travail sur la couleur, sur les nuances, et elle ira bien plus loin que Puvis de Chavannes, mais ça, on omet de préciser dans la presse, et si on le précise, on parle d'elle comme une décoloriste, comme quelque chose qui n'est pas bien réalisé, c'est du mauvais Puvis de Chavannes pour eux. Mais je pense qu'une image vaut mieux que 1000 mots, de nouveau, et donc je vais vous présenter deux œuvres, une réalisée par Alix Danton, et une par Puvis de Chavannes pour montrer cette influence. Alors ici, nous avons un panneau décoratif qui a été réalisé par Alix Danton. Elle l'a présenté en 1902 au Salon de la Société nationale des beaux-arts de Paris. Alors malheureusement, de nouveau, cette œuvre est introuvable. Je l'ai trouvée dans un vieux catalogue de 1902. Malheureusement, pas de coloris, du coup, on ne voit pas comment les couleurs étaient, etc. Et voici une œuvre de Puvis de Chavannes qui a été réalisée pour l'Hôtel de Ville de Paris, intitulée « Été », en 1891. Et lorsqu'on compare les deux, on peut clairement voir qu'il y a une influence qui a été faite sur Alix Danton, que ce soit dans les compositions, dans le traitement des corps. Malheureusement, je ne peux pas parler de la couleur, mais on sait qu'il y avait vraiment une influence qui a été faite. Cette comparaison, elle va me permettre en fait de partir d'un point important de la carrière d'Alix Danton, c'est la peinture murale. Alix Danton, elle va donc se lancer dans des projets de fresques, toutes commanditées par des particuliers, parce que nous n'en connaissons aucune dans le domaine public, tout simplement. On sait que sa première commande avérée est celle de Vincent d'Indy, un compositeur réputé du XIXe siècle. L'histoire veut qu'en 1895, lorsque Vincent d'Indy propose à Alix Danton le projet de fresque dans l'église de Boffre, ce soit Puvis de Chavannes qui aurait convaincu l'artiste de le faire. Voici l'église de Boffre. Donc Alix Danton, elle devait réaliser 3 peintures pour le chœur de l'église. Une seule était réellement connue jusqu'à présent, c'est cette reproduction qu'on a retrouvée dans un catalogue, La légende de la vraie croix, ou alors aussi appelée Hélène. Quand Alix Danton le présente, elle le présente sous le nom L'Exaltation de la Croix, en 1898 au Salon de la Société nationale des beaux-arts de Paris. Cette œuvre, elle représente Hélène qui fit abattre le temple païen, qui élève le saint lieu, creusa la terre et découvrit la Sainte Croix. Les deux autres œuvres étaient à ce jour non connues, mais lors de mes recherches sur l'église, j'ai pu découvrir une carte postale, malheureusement non datée, où on voit clairement des fresques qui pourraient être celles d'Alix Danton, tout simplement. Donc dans le chœur, on voit la représentation centrale qu'on avait jusqu'à présent aucune idée de à quoi elle ressemblait. Et pour moi, la légende de la vraie croix devait se trouver en fait à gauche. Quand on regarde, bon là c'est pas de très bonne qualité, mais quand on regarde bien, on se rend compte qu'à gauche devait être représentée la légende de la vraie croix. Malheureusement, ces peintures elles vont disparaître en 1960 suite à des travaux effectués dans l'église. Ensuite, on sait également qu'elle a réalisé une peinture murale pour le chœur de la chapelle de l'hôpital Cochin, sous la demande du coup de Denis Cochin en 1910. Denis Cochin, qui était du coup un des mécènes d'Alix Danton, dont j'ai parlé au tout début. Malheureusement, il n'existe actuellement aucun visuel connu de cette œuvre. Il n'y a vraiment aucune image, mais on a une description de cette œuvre dans un article de presse. Dans cet article,
d'Albert Flamand, nous avons des propos qui ont été rapportés d'Alix Dantan elle-même, où elle explique à quoi son œuvre, à peu près la composition, ressemblait. L'entrée du ciel, gardée par 2 anges qui symbolisent les espèces du pain et du vin, la chair et le sang du Christ, les saints se pressent en nombre infini entre de hautes colonnades que domine un vol d'anges descendus du plafond des Scalzi ou de quelques autres nuages tipolesques. Une lourde guirlande de feuillages et de fleurs, d'un puissant effet décoratif, s'accroche à la corniche supérieure et après, une suite de mouvements harmonieux se perd dans l'architecture. Malheureusement, nous n'avons pas plus, mais nous savons également que cette fresque elle aurait tellement plu au propriétaire Denis Cochin qu'il lui aurait demandé de poursuivre la transformation de cette chapelle. L'œuvre d'Alix Dantan, elle est actuellement disparue de cette chapelle et on a retrouvé des images du chœur de la chapelle de 1951 qui ne présentent aucune trace de cette fresque. Donc ça permet de se dire que cette fresque a disparu avant 1951, ce qui est assez décevant et triste. Ensuite, nous avons la peinture pour la salle à manger de la baronne Gothals. Elle aurait réalisé les peintures décoratives donc, de cette salle à manger d'un hôtel particulier à Bruxelles pour la baronne Gothals. Jusqu'à présent, aucun visuel n'était vraiment connu de cette œuvre et elle fut également détruite, par ailleurs. Mais lors de nombreuses recherches, le nom de Eleanor Norcross est apparu. Il s'agit d'une peintre américaine qui est venue se former à Paris à la même période qu'Alix Dantan et qui serait également formée auprès d'Alfred Stevens et de Puvis de Chavannes. Eleanor Norcross était une grande amie d'Alix Dantan et aurait reçu des œuvres de son vivant de cet artiste, dont 2 œuvres qu'elle a données à son ancien collège aux États-Unis, le Wheaton College. Ces 2 œuvres, donc c'est le parc Monceau que je vous ai expliqué tout à l'heure, et cette œuvre, un projet de fresque qui s'intitule Jardin fermé. Ce projet, Jardin fermé, il a été présenté par Eleanor Norcross au collège comme étant le décor prévu pour la baronne Gothals. Ceci, c'est une chance parce que ça nous permet d'essayer de visualiser à quoi pouvait ressembler cette salle à manger, qui a malheureusement été également détruite, et donc il ne reste plus que ce projet. Je vais revenir sur les dates du parcours artistique d'Alix Dantan. Donc, durant toutes ces recherches sur Alix Dantan, j'ai pu réaliser une véritable chronologie sur cet artiste, et je viens ici de vous en raconter une petite partie. En effet, Alix Dantan elle va participer à divers salons de 1881 à 1902, une très belle longévité d'activité pour une femme dans des salons, puisqu'elle participera chaque année. Vraiment, de 1881 à 1902, elle exposera chaque année, que ce soit à Bruxelles, à Paris et même à Gand, et parfois à Anvers. Donc c'était une artiste qui était vraiment présente dans le champ artistique de cette époque. Les années précédentes, elles sont un peu plus floues, puisque de 1903 à 1906, elle n'exposera plus du tout. Elle ne sera plus du tout présente dans les catalogues d'exposition, et même dans la presse, on ne parlera plus du tout d'elle. Puis, en 1907, on parle d'elle, mais non pas pour l'art, mais pour ses actes de charité qui ont été très nombreux. Elle était donc présentée comme baronne à ce titre, et on pourrait penser qu'elle avait donc cessé de peindre et qu'elle se consacrait à son rôle de femme baronne, en exerçant de la charité, se présentant à des dîners avec des hommes politiques, etc. Ce ne fut pas le cas, puisqu'en 1908, elle participe à une exposition. Cette exposition rétrospective du portrait lui permet d'exposer ses nombreuses esquisses et cartons, dont une grande partie se trouve aujourd'hui au Musée royal des Beaux-Arts de Bruxelles. En 1909, elle réapparaît au Salon universel de Munich, où elle exposera de nouveau son œuvre emblématique « Les Saintes Femmes au tombeau ». En 1910, elle réalise donc la fresque de la chapelle de l'hôpital Cochin, dont nous n'avons aucun visuel et que je viens de parler. Elle réalisa ensuite de nouveau des œuvres de charité, et puis en 1916, elle va participer à une exposition belge de peinture et de sculpture à Paris, où elle va présenter un portrait d'enfant. Tout ça, ça permet de nous donner à peu près une date où elle a arrêté de créer. Ce sera à partir de 1910, donc son dernier projet de fresque avec la chapelle, et après, ce serait pour les autres expositions, elle aurait donné des œuvres qu'elle avait déjà réalisées par le passé. Et puis malheureusement, de 1917 à sa mort en 1921, on n'a plus aucune information. Alix Dantan, elle décède en 1921 à l'âge de 73 ans à Paris. En 1922, une exposition posthume en son honneur aura lieu à Paris, dans la galerie Durand-Ruel,
avec l'initiative d'anciens amis d'Alix Danton. Actuellement, les œuvres d'Alix Danton sont conservées dans différents musées, comme les musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles, les musées royaux des Beaux-Arts de Gand, Anvers et Tournai. Et on sait actuellement qu'il y en aurait 2 à Wheaton College aux États-Unis. Malgré cela, une grande partie de ces œuvres reste introuvable, probablement dans des collections privées ou perdues ou détruites, comme on a pu le voir avec les fresques qui ont été totalement détruites injustement, hein, à juste titre. Et donc voilà. Merci à tous d'avoir pris le temps de m'écouter, de connaître et de faire reconnaître Alix Danton, qui a été une artiste qui a été injustement oubliée. Et merci au musée Felicia Rops de m'avoir accueillie.